Bonjour, c'est Bernadette Picazo du site stressteam.com, le guide du savoir-être au mieux de soi-même. Deuxième étape anti-stress, stress, anxiété, burn-out, où en suis-je? Commençons par ce graphique. Vous voyez sur ce graphique que la performance évolue avec le stress. Au début, sur la gauche, vous voyez le personnage est couché, il est presque endormi. Donc peu de stress engendre l'ennui et le sommeil. Bien dosé, le stress nous porte au maximum de nous-mêmes. Vous voyez le personnage tout en haut est en train de courir. On voit qu'il est au maximum de ses possibilités. Trop de stress nous rend anxieux et nous fait perdre tous nos moyens avant de nous mener à l'épuisement et au burn-out. Vous voyez que sur la droite, l'augmentation de la pression, donc du stress, fait que le petit personnage est en transpiration et même qu'il est prêt de tomber. Le stress est à la mode. Je me sens stressé, ça me stresse, stress bancaire, stress hydrique pour les plantes. On entend ce mot-là partout. Les sources de stress, de plus en plus nombreuses, provoquent stress et anxiété. Mais savez-vous réellement ce qu'est le stress? Le mot stress désigne à la fois la manifestation d'une interaction corps-esprit et un facteur d'expression de maladie qui diffère selon les individus. L'esprit implique le corps entier puisqu'il existe une intercommunication entre le cerveau, les systèmes cardiovasculaires, immunitaires et tout l'ensemble de l'organisme par des mécanismes neuronaux et endocriniens. C'est au quotidien que les événements de notre vie personnelle, relations, identité, santé, horaires, transport, de notre vie familiale, conflits, problèmes financiers, héritage de traumatismes ou d'événements non achevés, de vie professionnelle, ressources métiers, contraintes, organisation, management, manque de reconnaissance, absence de soutien collectif, élèvent et entretiennent la sollicitation de l'activité des systèmes physiologiques, entraînant troubles émotionnels, maladies, maux de tête, insomnie, addiction et autres comportements dangereux pour la santé. Les hormones associées au stress et à la charge allostatique et le coût infligé à l'organisme pour le maintien de sa stabilité protègent le corps à court terme et favorisent l'adaptation par un procédé nommé allostase. L'allostase, c'est la capacité à maintenir la stabilité à travers le changement. Avec le temps, une usine du corps où charge allostatique apparaît et entraîne l'apparition de maladies. Alors vous voyez sur la jeune femme en bleu clair que le cerveau limbique est la partie rose que nous avons tous tout au milieu de notre crâne, au milieu de notre cerveau. Le cerveau limbique est l'organe clé du stress, de l'allostase et de la charge allostatique. Il évalue ce qui est menaçant et stressant. Il met en action et adapte les réponses physiologiques et comportementales. C'est à Hans Seidl, médecin endocrinologue autrichien, que nous devons le terme stress. En 1936, il décrit comment l'organisme répond en 3 phases à tout changement, contrainte, agression ou émotion. Au fil des âges, ce mécanisme est resté inchangé, même si les stress auxquels nous devons faire face sont très différents de ceux que subissaient nos ancêtres. Première phase, l'alarme. C'est le stress aigu ou intense. La situation évaluée comme dangereuse et menaçante par le cerveau limbique met en action le système de réponse au stress. Les hormones, ou catécholamine, adrénaline et cortisol, sont libérées par le système sympathique via les glandes surrénales. La fréquence cardiaque, la tension artérielle, la vigilance et la température augmentent afin de provoquer une vasodilatation des vaisseaux des muscles. L'organisme est prêt pour la fuite ou l'attaque, c'est-à-dire une activité physique immédiate. Au quotidien,
Les situations de stress aigu, embouteillage, contretemps, conflits, réunions de travail, entretien d'embauche, requièrent plutôt calme et décision réfléchie qu'action. Nous n'avons pas besoin de l'énergie physique supplémentaire gérée par l'adaptation au stress. Inutilisée, elle se transforme en rage ou en émotion interne nuisible à la santé. La phase d'alarme est de courte durée, quelques minutes ou quelques heures, suit une chute du taux d'adrénaline et de cortisol, les hormones du stress, puis l'organisme a besoin de 1 à 2 jours de repos pour récupérer de l'intense fatigue provoquée par l'alarme. Utilisée ou non, beaucoup d'énergie a été dépensée au cours de cette phase de stress. Nous allons laisser maintenant parler Valérie. Valérie est une jeune femme qui s'exprime au cours d'un stage de communication en entreprise. Quand je parle trop longtemps en réunion, mon N+1 tapote sur sa montre, ça me stresse, je sens monter l'adrénaline. Je lui demande alors, dans votre enfance, que s'est-il passé? Ça vous rappelle quoi? Rien, dit-elle. Puis elle part dans un grand éclat de rire. Mais si, mon père me faisait ça. Quand je sortais le soir et que je rentrais à 00h15 au lieu de minuit, il était derrière la porte et tapotait sur sa montre. Ouh, ça me stressait. Donc Valérie nous raconte une histoire plutôt drôle, mais nous voyons que un événement avec son supérieur hiérarchique vient faire remonter une situation de stress qu'elle a connue quand elle était jeune fille. Deuxième phase du stress, la résistance. C'est le stress chronique. Quand la situation stressante dure, le corps s'organise pour résister au stress. Il maintient la pression interne pour faire face aux stresseurs longtemps après la phase d'alarme. L'axe corticotrope se met en route, préparant l'organisme aux fortes dépenses énergétiques que nécessite la réponse au stress dans la durée. Vous avez maintenant un dessin avec un homme et une femme et vous voyez où sont les glandes surrénales. Elles sont toutes petites sur le dessus des reins et commandent l'hypophyse qui est dans le cerveau et qui, elle, est la garante de tout le fonctionnement des hormones à la fois du stress et de régulation du stress. Les glucocorticoïdes ou cortisol libérés augmentent le taux de sucre dans le sang afin d'apporter un supplément d'énergie au cœur, aux muscles et au cerveau. C'est un système en rétroaction qui se régule de lui-même. Le cortisol est un puissant anti-inflammatoire. En petite quantité, il a un effet réparateur. En grande quantité, il affaiblit le système immunitaire. Cette phase peut durer très longtemps, parfois toute la vie. La personne qui souffre de stress chronique peut ne pas s'en apercevoir puisqu'elle est habituée à son état. Seule la gêne ou la souffrance occasionnée par les symptômes du stress vont l'interpeller. Cette fois, nous allons laisser parler Christophe. Christophe était venu me consulter pour un repositionnement professionnel. Vous allez voir ce qui lui arrive et ce qu'il nous dit. Donc, Christophe nous dit « Je n'arrive pas à me détendre. Depuis l'année dernière, je souffre de maux de tête. Mon médecin appelle ça des céphalées de tension. Il dit qu'il n'y a rien à faire. Il me prescrit des calmants, c'est tout. » Je lui demande, mais que s'est-il passé l'année dernière? Rien, tout était normal. Et je lui explique, pourtant nous nous rencontrons pour un accompagnement de repositionnement professionnel. Votre entreprise a fermé, elle a fusionné, que s'est-il passé? Vous êtes sur le marché de l'emploi, vous êtes en mobilité. C'est vrai, depuis l'année dernière, j'ai appris avant tout le monde qu'il y aurait un plan social. La direction m'a demandé de ne pas diffuser cette information. Ça m'a fait un coup de stress terrible. J'ai gardé ça pour moi pendant 4 mois. Ça a été très dur. Mes maux de tête ont commencé à ce moment-là. Je ne comprends pas pourquoi ça ne cesse pas, puisque maintenant, le processus est en route, connu de tous.
je reprends et je lui demande: avez-vous dit à votre femme et à vos collègues proches que vous aviez gardé le secret pendant plusieurs mois et que vous leur avez menti en quelque sorte? Oui, enfin, non, j'ai rien dit à personne, me dit-il. J'ai peur de leur réaction et qu'ils n'aient plus confiance en moi. Christophe baisse la tête pour que je ne vois pas ses larmes. Et ce qui était au départ l'accompagnement d'un cadre en mobilité externe devient un grave problème professionnel de conflit de valeurs, d'estime de soi et de honte. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième phase, l'épuisement, avec risque de burn-out, qui est un épuisement professionnel. L'épuisement lors de la troisième phase peut causer également des risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux sont des maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques, comme des paralysies, des blocages, des incapacités au travail, mais il peut également amener au suicide. L'épuisement et le burn-out peut amener beaucoup de maladies, dont le cancer. Si la situation stressante se prolonge encore, s'intensifie, ou si un nouveau changement survient, les capacités de régulation de l'organisme vont être débordées. L'organisme est empoisonné par sa propre production de cortisol et d'adrénaline. Les glandes surrénales sursollicitées pour produire plus de cortisol vont s'épuiser. Le système immunitaire qui défend l'organisme risque de s'effondrer. L'autorégulation ne fonctionne plus. La détresse physique va toucher le point faible de la personne qui peut déclarer une des maladies habituelles dans son système familial. Cette fois, nous allons laisser parler Karine. Karine est venue me consulter en prévention du stress, précisément pour un burn-out. Donc elle va expliquer ce qu'elle a vécu et les peurs qu'elle a encore que ça se reproduise. J'ai déjà fait un burn-out l'année dernière. Le médecin m'a arrêté 2 mois. En ce moment, nous fusionnons, plutôt nous sommes absorbés par notre principal concurrent et c'est infernal. J'ai peur que ça recommence. Les objectifs délirants, le déménagement, les horaires à rallonge, les exigences de mon manager, le manque de reconnaissance. Rien que de vous en parler, ça me stresse. L'année dernière, en plus de tout ça, mon manager de l'époque me harcelait moralement et sexuellement. D'un côté, il critiquait mon travail devant mon équipe en réunion, et de l'autre, il me faisait des compliments sur mon physique et du rededans en tête-à-tête dans son bureau, dans les couloirs. Pourtant, je suis solide, mais là, j'ai craqué. À un moment, je n'ai pas pu me lever. Mon cerveau donnait des ordres que mon corps ne suivait pas. C'était étrange. J'étais vidée de l'intérieur. Il n'y avait plus rien et je pleurais. Mon corps m'avait lâché. Au bout de 2 mois, j'ai pu reprendre, mais je fais attention. J'ai changé de direction. Dans les nouvelles technologies, les NTIC, c'est comme ça. J'ai peur de faire un nouveau burn-out. Mon équipe a besoin de moi et j'aime mon métier. À 32 ans, ma carrière est loin d'être finie. Donc vous voyez que Karine est en souffrance et qu'elle, de plus, elle a une équipe à gérer, mais de plus, elle est maman, elle a 2 petits-enfants et un mari. Et donc sa famille souffre également avec elle de ce qu'on appelle de la souffrance au travail. Mais n'oublions pas que ce qui est stress pour un individu peut être plaisir pour un autre. Un peu de tension nous est bénéfique. Face à un défi ou à une tâche ingrate, on remarque souvent qu'en se surpassant, on peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Le résultat est très gratifiant. Relever et surmonter des défis nourrit l'estime de soi. Le changement et l'effort choisi nous sont bénéfiques et génèrent un stress positif. Inversement, trop de stress affecte la santé et le bien-être. Tout changement majeur doit être proportionnel à notre capacité d'y faire face au moment où il survient. Trop de changements rapides constituent une cause majeure de stress en raison du caractère démesuré des exigences de la situation face à notre capacité limitée d'y réagir. Ils peuvent alors interférer avec notre travail et notre vie sociale.
La connaissance des mécanismes du stress est donc la deuxième clé anti-stress du guide Savoir-être au mieux de soi-même que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site stressteam.com. C'était Bernadette Picazo. Je vous dis à bientôt pour la troisième clé anti-stress. Au revoir et bonne journée.